RTL Matin. Céline Landreau et Thomas Soto. Il est 8h15, l'interview de Céline Landreau au cœur de l'actualité et au cœur des problématiques de notre société, puisqu'on va parler de la place des femmes. Les mauvaises langues diront qu'il y a une journée pour les femmes le 8 mars et 364 autres pour les hommes, parce que ça suffit. Vous avez choisi d'inviter Aurore Bergé, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Elle publie chez Robert Laffont Nos combats pour la République. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour Aurore Bergé. Vos combats dans ce livre se confondent avec l'intitulé de votre ministère, Égalité entre les femmes et les hommes, lutte contre les discriminations. Mais à la lecture, deux choix que vous partagez, deux choix personnels et respectables, interrogent, je trouve, au regard de votre combat et de vos fonctions. Le premier, il concerne Victoire, votre fille, à qui vous dédiez d'ailleurs ce livre. Vous expliquez avoir caché votre grossesse lors des législatives de 2022 parce que, dites-vous, j'en craignais les conséquences politiques. En cette veille de Journée internationale des droits des femmes, on en est encore là, Aurore Bergé. C'est un problème d'être enceinte dans notre pays ? C'est pas un problème, et heureusement, mais ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur votre vie ensuite professionnelle. Dans les 10 années qui suivent la première naissance de votre enfant, les femmes perdent 38% de niveau de revenu par rapport aux hommes. 38% de niveau de revenu qu'elles ne rattrapent ensuite jamais. Donc la question de la parentalité, ce qu'on appelle en fait la pénalité parentale. C'est-à-dire que quand vous êtes une femme et que vous devenez mère, ça vous pénalise dans votre vie économique, ce qui n'est pas le cas pour les hommes et pour les pères. Quand vous faites campagne pour être député, l'indemnité est la même, que vous soyez maman ou pas. Elle n'était pas celle-ci. C'était de perdre la campagne. Parce que je pense qu'il y a encore des qualificatifs qui sont attachés au fait d'être une femme en politique et au fait en plus d'être une mère. Et je l'ai beaucoup ressenti justement à partir du moment où j'ai dit que j'étais enceinte, y compris d'ailleurs dans certaines interviews où j'avais l'impression que je faisais jamais la bonne réponse. C'est-à-dire que si j'expliquais que je prenais un long congé maternité, ça veut dire que j'étais pas vraiment une femme politique, j'étais pas un animal politique, j'avais pas envie en fait de continuer d'avoir une carrière. Et si je prenais un congé court, c'est que j'étais forcément une mauvaise mère. Et donc du coup, je réponds. Donc j'ai préféré garder ce moment d'abord pour moi, intime, le dire quand j'estimais que je pouvais vraiment le dire. Et je l'ai dit, c'est vrai, une fois que j'ai été élue présidente de groupe, parce que je voulais pas que ça rentre en ligne de compte de la part de mes collègues, de la part de l'environnement politique et médiatique sur le fait que j'étais enceinte et que je faisais campagne pour les législatives, que j'étais enceinte et que je faisais campagne pour être présidente de groupe, parce que je sais que dans un sens ou dans un autre, à un moment, ça serait rentré en ligne de compte, et je voulais pas que ça rentre en ligne de compte, parce que je pense que le fait d'être enceinte, pour le coup, ne changeait rien, heureusement, à mes compétences. Après, le fait d'être mère, je pense, a changé un certain nombre de choses sur ma relation et mon rapport à la politique, au temps aussi, parce que je pense que pour chacun d'entre nous en tant que parents, ça change évidemment beaucoup de choses. Autre choix sur lequel vous revenez, et là encore, il est personnel, respectable. En mars 2023, alors qu'il est question de violence conjugale à l'Assemblée nationale, vous avez ces mots: je n'instrumentalise pas ce combat car je sais de quoi je parle. Vous revenez dans ce livre sur cet épisode douloureux, vous glissez qu'aujourd'hui encore, vous vous demandez chaque jour si vous ne devriez pas porter plainte. Sans juger ce questionnement politiquement, que même la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes ait autant de difficultés à se dire enceinte, à porter plainte pour violence conjugale. Est-ce que ça ne dit pas quelque chose de notre société aujourd'hui ? Déjà qu'il faut jamais juger les femmes et que quand on a subi des violences, c'est à la personne qui les a subies de savoir le moment où elle le révèle ou pas et le moment où elle décide ou non de porter plainte. Et je trouve qu'il y a encore trop de jugements dans la société, et à partir du moment où une femme porte plainte, on interroge toujours les raisons pour lesquelles elle le fait. Là encore, soit elle le fait trop tôt, soit elle le fait trop tard, elle le fait toujours pour intérêt. Alors que quand on porte plainte, c'est d'abord parce qu'on a une nécessité en fait de réparation. Quand on s'exprime publiquement, c'est qu'il y a aussi ça, la nécessité que ça puisse être utile. Et le moment dont vous parlez, dont je fais référence au sein du livre, c'était une séance à l'Assemblée nationale où j'avais porté une proposition de loi pour dire que j'estimais qu'un homme qui avait été condamné pour violence conjugale, on est au moment de l'affaire Quatennens, pour faire clair, ne devait pas et ne pouvait pas normalement se représenter à une élection, parce que j'estimais que quand on avait levé la main sur sa compagne ou sur son enfant, il y avait un tel interdit qui avait été franchi que ça légitimait qu'on ne puisse pas être candidat à une fonction élective. Et ce moment à l'Assemblée nationale a été absolument insupportable. L'Assemblée nationale, l'hémicycle, c'est une arène. Ça dépend si vous êtes le taureau ou si vous êtes le toréador. Et là, j'avais quand même sacrément l'impression d'être le taureau et vraiment l'impression que de l'extrême gauche à l'extrême droite, il y avait cette volonté de m'abattre presque physique. Mais sur la plainte, Aurore Bergé, sur l'action en justice, je pense aux femmes qui nous écoutent, parce que c'est très intime et parce que c'est très personnel. Ça n'est pas du tout lié.
peut-être que le mot est trop fort, mais d'exemplarité. Je pense aux femmes qui vous écoutent, qui se disent peut-être si même elles, je pense à que ces responsabilités, n'y arrivent pas, comment je peux faire Est-ce que c'est un cheminement qui est très intime et qui est très personnel, et que la question que je me suis posée, c'est est-ce que moi j'avais besoin ou pas de porter plainte? Est-ce que c'était important pour moi ou pas de le faire? Et après, en effet, étant ministre, je me dis, est-ce que ce serait utile à d'autres que je le fasse? Mais en fait, le raisonnement, il est d'abord intime. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut jamais juger les femmes sur la manière avec laquelle elles révèlent ou elles ne révèlent pas, comment on le fait. Parce que le moment où vous dites que vous avez été victime, parce que évidemment, quand vous êtes victime, il y a un tel niveau de honte, de culpabilité, de secret qui entoure tout ça pour des raisons évidentes, que le moment où vous le révélez, vous venez heurter la fragilité d'un environnement familial, la fragilité d'un environnement amical, et la question du dépôt de plainte, évidemment, est une étape supplémentaire. Donc mon inquiétude n'est pas du tout d'être crue ou pas, mon inquiétude n'est pas qu'on accueille bien ma plainte, parce que je n'ai aucun doute là-dessus, mon inquiétude est plutôt sur est-ce que moi j'en ai besoin ou pas, est-ce que ma famille en a besoin ou pas. Et ça, c'est une question intime. Qui est extrêmement intime. On l'entend. Moi, mon travail en tant que ministre, c'est de garantir déjà la possibilité pour les femmes de le faire. Pour chaque femme de le faire, mais surtout le fait que ça concerne toute la société et que enfin on arrive à lutter contre une forme d'indifférence où on se dit qu'après tout, ça reste une affaire de famille, ça reste une affaire de couple, ça reste une affaire privée. Non, une femme qui est victime de violence, c'est pas une affaire de couple. Un divorce, c'est une affaire de couple. Une victime de violence, c'est l'affaire de toute la société. Autre sujet très rapidement, Aurore Berger, c'était un chantier lancé par Emmanuel Macron au printemps dernier, le congé de naissance qui doit remplacer le congé parental. 4 mois seulement, ça peut être jusqu'à 3 ans aujourd'hui, mais mieux indemnisé pour chacun des parents. Vous l'avez ressorti des cartons il y a quelques jours, c'est pour quand? J'espère que c'est pour bientôt. Moi, mon rôle, c'est aussi d'alerter et de mobiliser à la fois l'ensemble du gouvernement, mais mobiliser aussi la société sur cette question-là. Ce chiffre que je vous donnais, de dire quand même que après la première naissance de notre enfant en tant que mère, il y a une perte de niveau de revenu de 38% pour les femmes versus les hommes, et plus vous avez d'enfants, et plus ça s'aggrave. Donc ça veut dire qu'on a aujourd'hui des jeunes femmes qui renoncent au fait d'être mères parce qu'elles ont peur des conséquences professionnelles, qui diffèrent ce choix au risque de ne jamais pouvoir l'être, ou des femmes qui en subissent des conséquences dans leur mobilité professionnelle, dans leur carrière. Je pense que le fait que, enfin, il y a un vrai congé qui puisse être pris parce que bien mieux indemnisé que celui actuel qui est environ à 427 €, permettrait aux hommes et aux femmes, aux pères et aux mères de pouvoir enfin, s'ils le souhaitent, avoir du temps auprès de leur enfant, et que la présomption de parentalité ne pèse pas que sur les femmes comme c'est le cas aujourd'hui. Mais on n'a pas le montant d'indemnisation et on ne sait pas si ce sera sacrifié sur l'autel du financement de la guerre. J'espère pas, parce que je pense que c'est un enjeu d'avenir. C'est un enjeu d'avenir sur l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un enjeu d'avenir sur la natalité. C'est un enjeu d'avenir aussi sur la conception qu'on a de la société, sur le fait que la parentalité, c'est pas que la maternité. Et on a progressé, on a fait progresser les droits de ce point de vue-là. On a créé un congé paternité, par exemple. Au moment où il a été créé, souvenez-vous des critiques. Aujourd'hui, je crois que c'est rentré, et heureusement quand même, dans la culture de notre société. Ce livre, Aurore Berger, Nos combats pour la République, c'est une profession de foi pour 2027. Ça pourrait en avoir le parfum. En tout cas, il y a des combats que je pense essentiels à mener pour 2027. Et oui, je serai dans ce débat national en 2027, parce que je pense déjà que les ambitions, elles sont heureusement pas que masculines, pour en revenir aux enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes, mais au-delà de ça, parce que je pense que j'appartiens à une génération où la République, où la laïcité sont plus des évidences, et à une génération qui aimerait que certains combats soient derrière nous, notamment les combats de l'égalité, de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, de la lutte contre l'antisémitisme. Et malheureusement, aujourd'hui, ces combats, ils sont pleinement dans l'actualité, donc ça suppose qu'on s'engage. Merci beaucoup, Aurore Berger. Nos combats pour la République, c'est chez Robert Laffont. Merci. Donc je serai dans ce combat pour 2027. On dirait une phrase de langue de bois d'homme politique. Une femme politique est plus cash, normalement, non? Mais je pense qu'on a des ambitions, évidemment, quand on est une femme. Moi, ce que je vois, c'est qu'en général, quand vous alignez sur la ligne de départ beaucoup d'hommes, et je pense que oui, et heureusement qu'il y a des femmes qui peuvent être sur la ligne de départ. Je pense que c'est pas totalement le sujet d'aujourd'hui. Moi, ce que je fais, c'est de travailler déjà. Travailler et de porter un certain nombre de combats que j'estime être absolument déterminants pour notre société, pour notre quotidien, mais surtout pour notre avenir. Parce qu'encore une fois, c'est des sujets qui devraient être des évidences et qui ne le sont plus. Merci beaucoup. Vous restez avec nous dans un instant, c'est Philippe Cavrivière qui arrive. À tout de suite.